Bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire sur la polyarthrite rhumatoïde et la fatigue, donc comment gérer. Je m'appelle Soraya, je m'occupe de la communication patient pour une application gratuite qui s'appelle Vic Polyarthrite Rhumatoïde. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application qui répond à toutes les questions des patients et qui les aide à mieux vivre avec la maladie au quotidien. Aujourd'hui, je suis vraiment très contente d'organiser ce webinaire parce que je sais que c'est un sujet qui tient vraiment à cœur des patients. C'est vraiment un sujet handicapant, la fatigue. Et peut-être que c'est encore un sujet qui n'est pas très bien compris, en fait, de l'entourage, des proches. Quand on dit le mot fatigue, ce n'est pas vraiment la fatigue comme on peut l'entendre dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose de beaucoup plus lourd, on verra, on en discutera tout à l'heure avec nos intervenantes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe de nombreuses solutions pour mieux vivre avec la fatigue, pour mieux la gérer au quotidien. C'est justement le thème de ce webinaire. Et d'ailleurs, je voudrais dire un grand merci à Galapagos, au laboratoire, pour avoir permis d'organiser cet événement, et puis aussi à mes intervenantes que je vais présenter aujourd'hui. Donc, Emeline est psychologue et va nous Bonjour. partager... Bonsoir Emeline, merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez nous partager ce soir voilà, des astuces et puis aussi des conseils psychologiques pour mieux vivre la fatigue, parce qu'on verra avec vous que la fatigue, ce n'est pas simplement quelque chose de physique. Tout à fait. C'est ça tout l'enjeu. Exactement. Emeline, est-ce que vous souhaitez vous présenter rapidement? Oui, alors je suis Emeline Bichet, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute dans les hôpitaux et j'ai travaillé plusieurs années en structure de douleur chronique dans laquelle je suis spécialisée en psychopathologie de la douleur. Donc j'ai rencontré pas mal de patients qui souffraient de maladies chroniques qui occasionnaient des douleurs en tout genre, que ce soit voilà, les maladies rhumatismales comme la polyarthrite, mais encore des migraines, des choses de cet ordre-là. Donc voilà. Merci beaucoup, Emeline. Et merci aussi à Ghislaine pour votre présence. Alors, Ghislaine, elle est patiente experte et aussi vice-présidente de l'association Andar, qui est d'ailleurs notre association partenaire sur Vic Polyarthrite Rhumatoïde et qu'on remercie énormément pour, voilà, pour toute l'aide. Ghislaine, est-ce que vous souhaitez aussi vous présenter? Eh bien, bonsoir tout le monde. Donc, effectivement, je suis patiente GNPR depuis 30 ans et j'ai pu m'épanouir au sein de l'ANDAR et assister à des ateliers d'éducation thérapeutique, principalement justement sur la fatigue. Et on se rend compte que c'est un thème que les patients veulent énormément évoquer parce que c'est presque le seul lieu où ils peuvent en parler. Et ben, je vais essayer de me faire le porte-parole des trucs et astuces qu'on a pu récolter auprès des ateliers, dans les ateliers, auprès des autres patients. Et c'est l'occasion pour tous les patients qui sont présents là devant nous, même de partager leurs propres idées au fur et à mesure de la session. Voilà. Merci beaucoup, Ghislaine. Et enfin, ma dernière invitée s'appelle Sophie. Elle est professeure d'activité physique adaptée et on verra dans ce webinaire aujourd'hui comment voilà, l'activité physique adaptée, ça peut être une vraie solution pour mieux gérer la fatigue. Sophie, je vous laisse aussi vous présenter. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors oui, moi je suis enseignante en activité physique adaptée en rhumatologie à Strasbourg et en rhumatologie aussi à Colmar. Ça va faire 3 ans que j'interviens au quotidien avec des patients ayant des rhumatismes et notamment des polyarthrites rhumatoïdes. Et dans les services, j'interviens donc dans des programmes spécifiques pour les rhumatismes, notamment la polyarthrite, et aussi dans les journées d'éducation thérapeutique. Donc voilà. Merci beaucoup, Sophie, pour la présentation. Et juste pour commencer cette discussion, moi, j'ai envie juste de revenir sur le sujet de la définition de la fatigue. En fait, quand on parle de fatigue, ça veut dire quoi exactement la fatigue, Emeline, dans le cas de la polyarthrite rhumatoïde? Et même, est-ce que ce terme, est-ce qu'il est judicieux d'employer ce terme ou est-ce que, en fait, on ne l'utilise pas forcément parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres mots pour décrire ce que vivent les patients au quotidien? Alors la fatigue, on peut la définir comme une sensation qui est pénible, de lassitude, d'épuisement. En tout cas, nous, dans le jargon médical et psychologique, on l'appelle asthénie. Ça veut dire littéralement une perte de force. Donc, elle est directement liée dans les maladies de douleur chronique parce que elle témoigne de l'épuisement des ressources. C'est-à-dire que pour gérer une situation, on doit s'adapter, on doit mobiliser des ressources et la fatigue est le témoin du fait qu'on est arrivé à bout de ces ressources ou qu'on en utilise trop d'énergie en fait.
Elle peut être considérée comme physique, mais bien souvent, en fait, c'est lié au fait qu'elle est également psychique. Quand on est fatigué psychiquement et physiquement à la fois. Donc, ces stratégies-là, comme le fait par exemple d'éviter d'avoir mal, de s'isoler, de gérer la douleur, ça coûte beaucoup d'énergie et ça fatigue au quotidien. D'accord. Et effectivement, on peut peut-être aussi parler, alors là, je lance un petit appel à Élodie, c'est une patiente qui est là ce soir et qui nous regarde, et qui a d'ailleurs fait un post sur la théorie des cuillères. Moi, je trouve que c'est vraiment une très belle illustration, en fait, de la façon dont les patients peuvent vivre la fatigue au quotidien. Donc, je vous invite à lire ce post. On va partager le lien ici. Et Emeline, vous avez vraiment dit c'est un épuisement des ressources. Et en fait, c'est ce que dit la théorie des cuillères. On a tous un certain nombre de cuillères pour démarrer la journée. Et qu'en fait, les patients avec des maladies chroniques, au début de leur journée, ils doivent vraiment réfléchir à comment je vais utiliser ces cuillères. Parce que chaque petite action du quotidien va me coûter, entre guillemets, une cuillère, même si c'est se lever du lit, même si c'est aller prendre le métro. Toutes ces petites actions coûtent de l'énergie et participent à causer de l'épuisement. Emeline, est-ce que justement vous voulez revenir sur ce lien étroit finalement qui existe entre la fatigue physique et la fatigue morale, et peut-être même vous aviez quelques chiffres sur la dépression avec la polyarthrite rhumatoïde? Alors oui, c'est vrai que les deux sont indissociables. Dans la vie, le corps et le psychisme, on fonctionne ensemble. On est né avec son corps et on s'est construit par le corps et avec le corps. Donc cette logique-là, elle se poursuit dans la douleur chronique et avec la fatigue au quotidien. C'est-à-dire que si par exemple je suis très fatiguée, je vais ressentir encore plus mes douleurs, et si je ressens encore plus mes douleurs, je vais moins bien dormir et je vais être encore plus fatiguée. Mais aussi, si je suis très fatiguée, je peux être facilement stressée. Et plus je suis stressée, et moins je vais dormir. Et plus je suis stressée, et plus je vais ressentir la douleur aussi. Donc, il y a tout un cercle vicieux qui se construit ensemble et qui fait qu'on ne peut pas attaquer seulement la fatigue sur un angle, ni la douleur sur un angle, mais qu'on doit le prendre dans sa globalité et dans toute la complexité de ce qu'on vit. En fait, c'est une sorte d'équilibre. Et la difficulté, ça va être d'évaluer quelle composante prend le plus de place. Est-ce que ça va être plus le stress? Est-ce que ça va être plus la fatigue, le sommeil? Ou est-ce que ça va être plus la douleur qui va être pénalisante? Donc, c'est là où on voit que parfois, ça fait le lit de troubles anxieux. Quand vraiment, par exemple, on est trop fatigué, trop douloureux, c'est là qu'on va avoir des symptômes anxieux, de l'angoisse, des ruminations le soir au coucher, quand on n'arrive pas à déconnecter et qu'on cogite beaucoup, ou alors des réveils la nuit, voire même parfois des cauchemars. Et après, c'est très difficile de se rendormir et on rentre dans ce cercle vicieux-là. Et donc, par rapport aux chiffres, par exemple, la moitié des troubles anxieux et dépressifs, il y a une composante douloureuse, et la moitié des gens qui souffrent de douleurs chroniques, à peu près, souffrent aussi de troubles anxieux et dépressifs. C'est difficile parce que la dépression, en fait, elle a à peu près la même symptomatologie en termes de ressenti, de fatigue, de lassitude, de perte d'envie que ce qu'on peut rencontrer dans les maladies douloureuses chroniques. D'accord. La moitié, c'est quand même un chiffre qui paraît vraiment énorme. Ouais. Est-ce que la plupart des patients sont conscients de ces états, en fait, de ces troubles, même de l'humeur, ou est-ce que parfois ils n'en sont pas conscients? Eh bien, pas toujours. C'est là la difficulté, et c'est aussi pour ça que dans les structures de douleurs chroniques, il y a un infirmier, un médecin et une psychologue au moins dans l'équipe pour pouvoir faire le lien justement entre tout ça. C'est aussi au médecin de pouvoir déjà préévaluer, et après, avec un entretien psychologique, on démêle un peu plus. Mais l'anxiété, on n'y met pas tous la même définition. Par exemple, les gens qui cogitent le soir ne l'identifient pas forcément comme étant de l'angoisse. Et les gens, par exemple, qui ont cette perte d'envie et qui mettent sur le compte exclusivement de la fatigue, ils ne voient pas qu'il y ait quelque chose de dépressif parce qu'ils ne se sentent pas tristes. Donc, c'est là où il y a vraiment un intérêt parfois, quand c'est trop, de se tourner vers le professionnel pour y voir plus clair. D'accord. D'accord. Donc, en tout cas, on reviendra sur toutes les solutions à la fatigue et aussi à l'état de fatigue mentale, à la dépression. On va en parler tout à l'heure. Donc, pas de panique, il y a quand même des solutions. Je voudrais juste, Ghislaine, m'adresser à vous, puisque vous êtes patiente experte et que vous avez quand même vraiment appris à gérer la maladie au quotidien et notamment la fatigue.
D'abord, selon vous, est-ce que le mot fatigue, il est adapté à ce que les patients ressentent? Et est-ce que vous voulez peut-être partager avec nous, avec vos mots à vous, pour vous, c'est quoi la fatigue quand on a une maladie chronique comme la polyarthrite rhumatoïde? Alors, je dirais déjà que ce mot n'est pas adapté dans la mesure où quand nous, patients, on dit qu'on est fatigué, l'entourage autour de nous dit « oui, moi aussi, je suis fatigué ». Mais on ne parle pas du tout de la même chose. Ce n'est pas une fatigue qui est consécutive à une activité physique, à un surmenage, à des choses comme ça. En fait, pour beaucoup de patients, déjà, c'est un des premiers symptômes. Donc, je pense qu'il est au même titre que les limitations articulaires, les destructions articulaires et la douleur. C'est en fait un symptôme qui a vraiment, vraiment sa place. Ça peut être aussi handicapant, bien sûr, que la douleur. Et puis, disons cette fatigue, elle arrive souvent de façon soudaine. C'est pas forcément ni justifié, ni. Alors, ça peut être des fois un stress, un choc émotionnel, ou alors une activité, ou alors cette même activité va faire qu'un jour on va être fatigué, mais une autre fois on ne le sera pas. Et puis, des fois, on prévoit de sortir, tout se passe bien, on a l'état d'esprit pour, on est positif, on a envie de sortir, et là, gros coup de fatigue avant de sortir. Pourquoi? Il y a des causes, elles sont multifactorielles. Et puis, ce qui est un peu très contrariant chez les patients, c'est que c'est un symptôme qui est quand même invisible. On ne le voit pas. Je veux dire, si j'ai mal à mes mains, je monte mes mains et qu'elles sont déformées, les gens vont comprendre, vont vouloir m'aider et quoi que ce soit. Mais si un jour je dis je suis fatiguée, bon, alors c'est vrai que les gens vont dire oui, moi aussi je suis fatiguée, on est tous fatigués. Or, c'est effectivement de l'asthénie et c'est un mot qu'il faut peut-être qu'on s'approprie dans notre vocabulaire et qu'on puisse un peu plus utiliser. Mais comme l'a dit Émile, effectivement, il y a des solutions et on va voir ça. Merci beaucoup, Ghislaine. J'ai juste envie de rebondir sur ce que vous venez de dire et de poser du coup la question à Emmeline. C'est vrai que l'entourage peut peut-être ne pas comprendre. Ben oui, fatigué, on est tous fatigués. En plus, c'est invisible, ça ne se voit pas. En fait, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux patients qui nous regardent aujourd'hui, Emmeline, quand ils souhaitent parler de leur fatigue, quand ils souhaitent parler de leur ressenti, comment ils peuvent partager ça avec leurs proches sans qu'on leur dise forcément, sans minimiser entre guillemets le terme fatigue, puisqu'on est en train de voir qu'il n'est pas forcément adapté. Comment est-ce qu'on peut communiquer avec les proches et l'entourage? Alors, c'est vrai que c'est une difficulté parce que pour moi, comme la douleur, le mot fatigue, on ne va pas tous y mettre la même chose derrière. C'est-à-dire que, voilà, c'est exactement l'exemple que je voulais donner. C'est vous parlez au voisin de votre fatigue, le voisin il va dire oui, moi aussi je suis fatigué en ce moment. Mais votre fatigue à vous va pas être la même du fait déjà de la pathologie et du fait de votre ressenti qui est propre. Comme tout un chacun, on est seul avec ses ressentis corporels et psychiques. Et du coup, c'est vraiment une complexité de se faire comprendre sans être découragé. Alors, le plus qui va interroger ça, j'ai envie de dire, ça va être l'entourage et puis aussi le milieu du travail parce qu'on n'a pas tous la même fatigabilité, pas tous la même fatigue. Et par exemple, il y a des patients qui vont me dire, moi, ça me fait comme un poids d'1 tonne sur mes épaules. Il y en a certains qui vont me dire, moi, c'est plutôt une perte d'envie et ça va être ça qui va être au premier plan. D'autres, ça va être plutôt, je sature, j'en peux plus d'avoir mal tous les jours, ça me fatigue. Et donc, voilà, ça ne se modélise pas de la même manière selon les personnes. Et donc, ça ne se prend pas en charge de la même manière et ça ne s'exprime pas de la même manière. Donc, par rapport aux autres, par rapport aux proches, à l'entourage, je trouve que c'est ces mots qui sont les meilleurs. C'est de bien nommer ses ressentis, de bien expliquer qu'il y a la maladie, la pathologie qui est là et que ça fait partie de ça. Et puis que tout est une adaptation au quotidien. Donc, tout est énergie plus que ce qui peut être évident pour d'autres. Donc, c'est vraiment ça. Si les patients, l'entourage des patients peut venir aux rendez-vous médicaux ou même à des groupes d'aidants ou d'éducation thérapeutique, c'est encore mieux parce qu'ils ont ces notions-là concernant la maladie qu'on peut parfois pas connaître du tout. Ça, c'est des très bons conseils. Du coup, vraiment, voilà, essayer de mettre des mots concrets sur ce que l'on ressent et peut-être ne pas juste s'en tenir, entre guillemets, à la fatigue, mais vraiment essayer de faire le lien avec la maladie parce que c'est vrai que quand on dit « je suis fatiguée », les proches peuvent peut-être penser « ben voilà, je suis fatiguée ». Je suis fatiguée peut-être, entre guillemets, à cause de la polyarthrite rhumatoïde. Effectivement, vraiment essayer de bien verbaliser, c'est important. Et aussi, je trouve que c'est une très bonne idée de proposer aux proches d'accompagner le ou la patiente aux ateliers d'éducation thérapeutique pour vraiment peut-être se rendre compte. Et puis, je pense qu'on va peut-être rajouter aussi juste le fait de s'informer et d'informer les autres, en fait.
vraiment sur la maladie. Encore une fois, je citais Élodie tout à l'heure avec son post sur la théorie des cuillères, mais ça, par exemple, c'est vraiment des façons non seulement de rendre publique une information qui n'est pas connue de tous, et peut-être aussi de parler un peu subtilement à ses proches. Voilà. Merci beaucoup pour vos réponses, en tout cas. Sophie, on va commencer à parler un petit peu du côté solution. Quel est le lien, en fait, entre la fatigue et l'activité physique? Je sais que ça peut paraître un peu bizarre quand on est fatigué, on peut peut-être dire en plus, il faut que je fasse de l'activité physique, il ne faut pas exagérer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce lien entre les deux? Oui, alors effectivement, c'est vrai que la première chose quand je vois les personnes, c'est vrai, je suis fatiguée, j'ai peur que en bougeant, je sois encore plus fatiguée. Alors que les patients qui bougent, qui sont actifs ou sportifs, ils ressentent une fatigue effectivement, mais ils arrivent à différencier cette fatigue de la fatigue qui est due au rhumatisme ou au traitement. Et en fait, alors c'est le ressenti que moi, mes patients me donnent, ils ont vraiment l'impression que ce soit deux choses différentes. C'est comme quand ils arrivent à différencier la douleur en poussée inflammatoire de la douleur quand on se cogne le coude contre un mur, par exemple. Ils arrivent à, en général, différencier. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on appelle souvent une croyance un petit peu du fait que je vais bouger, donc je vais être encore plus fatiguée. Alors que les études, en fait, ces dernières années, même depuis plus de 10 ans, des études à grande échelle sur des patients qui ont des rhumatismes inflammatoires et des patients qui ont des polyarthrites rhumatoïdes montrent plutôt l'inverse. C'est-à-dire que ça montre plutôt que la fatigue, elle a tendance même à diminuer avec l'activité physique régulière, raisonnée et raisonnable surtout. Et c'est vrai que moi, je le vois au quotidien parce que je coordonne en partie un projet et dans ce projet, donc on n'a pas encore toutes les données parce que c'est un projet qui avec des suivis sur 1 an, mais on voit clairement que les patients qui bougent plus déjà, ils n'ont pas plus de fatigue. Et alors on dit souvent oui les études, est-ce qu'on peut faire confiance aux études? Là moi je le vois au quotidien et je le vois avec mes patients, ils n'ont pas plus de fatigue à bouger, ils sont pas plus fatigués s'ils bougent que quand ils bougent pas. C'est aussi cette idée de cercle vicieux dont parlait Emeline tout à l'heure. Effectivement, moins je bouge, moins j'en fais dès que je fais un effort, il va être fatigant parce que mon corps va être déconditionné, mon corps ne va plus pouvoir le faire parce qu'il n'a plus l'habitude. Donc dès que je vais devoir le faire, ça va me demander un effort, ça va me demander des cuillères avec la patiente dont vous parliez tout à l'heure, ça va me demander des cuillères supplémentaires par rapport à avant, par exemple. Et c'est vrai que l'activité physique a tout son sens en lien avec la fatigue, pas uniquement, mais c'est vrai que souvent c'est quelque chose qui est bien toléré, mais je comprends que c'est vrai que ce soit difficile pour les gens de se dire, vous me dites que je vais bouger plus, mais que je vais être moins fatiguée. Bon, on comprend que ce soit un peu difficile des fois à faire le cheminement, mais effectivement, c'est quelque chose qui a fait ses preuves et qui fait ses preuves encore aujourd'hui. Et par exemple, sur le dérouillage matinal. Je prends un exemple, je pense qu'il parlera à beaucoup de personnes qui nous regardent. Ça peut influencer, et je le vois, énormément sur ne serait-ce que les raideurs matinales. Ouais, c'est vraiment intéressant. Du coup, c'est vraiment l'idée d'essayer d'apprendre à se connaître et à ce qui nous coûte, entre guillemets, des cuillères. Qu'est-ce qui nous coûte de l'énergie? Est-ce que c'est vraiment le fait d'aller marcher, d'aller faire un peu d'activité physique, ou est-ce que c'est justement le fait la douleur, les nuits qui sont perturbées, et au contraire, peut-être se poser la question de qu'est-ce qui nous fait gagner des cuillères, donc qu'est-ce qui nous fait gagner de l'énergie? Parce qu'en fait, il est possible de gagner de l'énergie. Il faut apprendre à se connaître. Et d'ailleurs, Ghislaine, je pense à vous quand Sophie parle des bienfaits de l'activité physique adaptée. Moi, je repense à vous en préparant ce webinaire quand on discutait un mercredi. Vous m'avez dit, moi, aujourd'hui, je suis très contente, je suis très, très bien parce que ce soir, j'ai mon cours d'activité physique. Oui, en fait, j'ai commencé au mois de novembre, donc dans une salle spéciale, Adaptamove, qui est en fait un programme. Donc, sur une ordonnance, je peux y aller. Il n'y a que des patients. Ce qui est très bien, c'est qu'on a un coach, entre guillemets, pour 2 voire 3 patients. Il est très précautionneux, il connaît les pathologies, ils savent ce que ne peux pas faire en fonction si des atteintes plus importantes, des prothèses, des choses comme ça.
Et effectivement, je suis épatée de voir, là, Sophie vient de parler du réveil matinal. Je viens seulement de prendre conscience que ça va beaucoup mieux le matin, effectivement. Mais j'arrive à faire des choses que je ne faisais plus. Je rentre de vacances, et ben, j'ai réussi à marcher 8 kilomètres. Mais pour moi, c'est le bout du monde. Et s'il y a un an, on m'avait dit, va marcher 8 kilomètres, physiquement, je n'aurais pas pu. Je montais les marches, marche à marche. Vous savez, comme les enfants qui passent une marche. Maintenant, je les grimpe vraiment normalement. Mais c'est des choses, mais concrètement, je vois un effet. Ce qui est très bien aussi, c'est que dans ce genre de programme, les coachs prennent note de nos capacités, des poids qu'on soulève, de notre au niveau respiration aussi, ça a énormément amélioré. Et quand je lui dis, bah, tiens, il y a 3 mois, j'en étais où, je soulevais quoi, je faisais quoi, ma distance, ma résistance, je suis impressionnée je ne fais qu'augmenter. Et pourtant, je suis vraiment pas une grande sportive, hein. Mais comme je vous ai dit, je suis contente, je vais aller au sport. Et même socialement, de se dire, alors je dis, je vais au sport, c'est rigolo parce que, bon, j'avoue que les petites dames qui sont là-bas sont un peu âgées, c'est mes nouvelles copines. Mais à côté de ça, c'est socialement, moi aussi, je vais au sport. Alors que ça me paraissait complètement mais impossible. Et une fois, lors d'un atelier, il y avait une dame qui était là qui dit, ben moi, je vais à la Zumba. On l'a tous regardé en disant, vous faites de la Zumba avec une polyarthrite. Oh non, mais attendez, hein, je me mets dans le fond, j'ai mon tapis, je fais ce que je peux. Mais elle me dit, je suis comme les autres, je fais de la Zumba. Donc, elle fait peut-être pas grand-chose, je ne sais pas. Mais même socialement et dans sa tête, se dire, je peux le faire et j'y vais. Et de même que Sophie disait que c'est un cercle lorsqu'on ne fait pas d'activité ou quoi que ce soit, et bien là, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a une sorte même de plaisir à faire du sport, entre guillemets, enfin une activité physique. Et c'est surtout que c'est un cercle où on voit que nos capacités augmentent, on en veut plus. Et c'est vrai que c'est excellent parce qu'on n'a plus comme beaucoup, une fonte musculaire. Et là, ça reprend. Donc, l'image de soi ne peut être d'ailleurs qu'améliorée par rapport à ça. Voilà. Tout à Merci fait. beaucoup. Et effectivement, on voit Anne-Marie dans le chat qui dit ça fait du bien au moral aussi. C'est vrai. Et d'ailleurs, j'en profite juste pour dire, je suis bien en train de voir vos questions dans le chat et vos commentaires. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On essaiera d'allouer un petit moment à la fin de cet événement pour répondre aux questions. Et de toute façon, si on n'a pas le temps, ce sera des questions très précieuses et du contenu à rajouter dans Vig. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, très, très positif et très inspirant ce témoignage, Ghislaine, sur l'activité physique. On y reviendra tout à l'heure, d'ailleurs, avec vous, Sophie. On fera un petit exercice, justement, pour bien commencer la journée. Mais juste avant ça, j'aimerais aussi parler du sujet du sommeil, parce qu'on a parlé tout à l'heure avec Emeline donc du cercle vicieux qui commençait à s'instaurer. On sait que parfois, les douleurs nocturnes, elles peuvent être assez fortes et pouvoir même réveiller le patient, l'empêcher de dormir. Et ensuite, forcément, on a eu mal, on n'a pas dormi, on est encore plus fatigué le lendemain, etc. etc. C'est un vrai sujet. Moi, ma question, Emeline, elle est pour vous, du coup, ce lien entre la fatigue et le sommeil, déjà, est-ce qu'on peut l'expliquer? Et est-ce qu'il n'y a pas quand même des façons d'essayer d'améliorer ces troubles du sommeil ou de lutter contre ces troubles du sommeil, des petites solutions à mettre en place au quotidien ou des idées en tout cas? Alors oui, le sommeil, c'est un moment aussi qui est un moment de lâcher prise, donc c'est un petit peu compliqué quand on est très tendu à cause de la douleur et puis à cause des ruminations que ça peut occasionner. La nuit, c'est un moment qui est aussi particulièrement angoissant parce qu'on est seul avec ses ressentis, avec sa douleur et pour le coup, il y a peu ou pas de distractions. Alors il y a des gens qui trouvent des solutions et j'ai envie de dire là, les solutions, elles seront propres à chacun. Il y a les conseils classiques de pas d'écran, pas d'activité juste avant de dormir, de pouvoir effectivement se mettre en mouvement la journée, d'essayer d'avoir des horaires à peu près réguliers et puis voilà, de pouvoir travailler sur le fait de lâcher prise le soir. Certains ont des outils, des applications, des séances de relaxation en tête qu'ils peuvent reproduire. Il y a aussi des objets comme les petites lampes qui aident à réguler la respiration, des choses qui vont vraiment recentrer sur le corps pour l'apaiser et retrouver une certaine sérénité. Après, tout ce qui va être de l'ordre des ruminations, à partir du moment où on commence à ruminer, à cogiter, c'est difficile d'arrêter le petit vélo dans la tête. Donc, si vraiment c'est trop prégnant, et si on en arrive même à des insomnies, c'est là où il faut agir et il faut consulter parce que plus on est en dette de sommeil, moins on a de sommeil
et plus voilà, tous les autres symptômes vont être majorés. Donc c'est vraiment important, si ça vous fait trop souffrir ou si ça dure, que ça passe par le médicamenteux un temps pour pouvoir se reposer et sortir un petit peu la tête hors de l'eau, ou alors par des astuces non médicamenteuses, donc la psychothérapie, ou alors des séances de relaxation, où il y en a énormément en ce moment, et chacun a sa technique qui lui convient au mieux. D'accord, donc en fait, vous conseillez vraiment de ne pas attendre trop longtemps Ouais. avant de se poser la question. En fait, dès qu'on commence. Alors, ce serait quoi le laps de temps? À partir de combien d'insomnie on doit commencer à s'inquiéter et aller consulter? Alors, moi, je dirais qu'une ou 2 nuits par-ci, par-là, où vous dormez mal, c'est plutôt classique. Même si c'est quelqu'un qui n'a pas de pathologie, ça peut arriver, hein. Ça dépend du contexte, ça dépend de ce que vous avez fait la journée, ça dépend de plein de choses. Après, je pense que si c'est très répétitif et d'affilée, où vous sentez vraiment cet épuisement, où vous sentez une saturation, je dirais peut-être des insomnies totales pendant 3-4 nuits, c'est déjà énorme. Donc, là, à ce moment-là, si c'est vraiment problématique, et c'est vous le meilleur curseur de ça, le meilleur témoin de ça, donc il faut vraiment pas hésiter à en parler, que ce soit à son médecin traitant ou à son médecin rhumatologue, de pouvoir l'évoquer. Ça fait partie de la pathologie à part entière, donc c'est quelque chose qui peut être tout à fait évoqué et qui doit, même avec le médecin, c'est la qualité de vie. Donc c'est vraiment important de ne pas négliger le sommeil. Donc, ne pas négliger le sommeil. On voit effectivement, même dans le chat, on voit Sherazade qui dit moi, je mets des séances de méditation sur YouTube le soir. Ben, Sherazade, n'hésitez pas à partager les liens que vous trouvez qui fonctionnent avec vous, hein, ça peut aider d'autres personnes. Et Ghislaine, je pense que vous aussi, hein, vous m'aviez parlé, vous aviez des bonnes petites astuces aussi, hein, pour retrouver le sommeil. Encore une fois, on avait discuté. Est-ce que vous voulez partager vos trucs et astuces pour retrouver un sommeil réparateur? Eh ben, donc on dit pas de bonne journée sans avoir passé une bonne nuit. Et avant tout, la nuit, c'est des choses peut-être pratiques et techniques concrètes, mais par exemple, bien penser à avoir un bon lit, tout simplement. Alors, ça peut être pour certains des lits à mémoire de forme, d'autres ne vont pas être bien dans ceci, vont vouloir un lit plus dur. Moi, il y a une chose que j'ai testée et tous ceux à qui j'en ai parlé ont trouvé que ça améliorait, c'était les surmatelas. Ce sont des petits matelas. Donc, il y a une marque célèbre où on construit chacun ses meubles qui le fait, où c'est un matelas un peu épais comme ça et qui permet justement qu'il n'y ait pas cet appui dur et qui nous fasse mal aux articulations. Donc, ça, c'est relativement simple à mettre en place, c'est pratique. Il y a les arceaux aussi, une sorte d'arceau métallique qui permet d'éviter que la couverture vienne appuyer sur les jambes. Bon, déjà, vous avez mal aux jambes et que ça vous réveille la nuit parce qu'il y a le poids de la couverture. Donc ça peut être pratique et utilisé. Il y a les oreillers ergonomiques. Donc, il y en a qui sont avec des billes dedans. Il y a également ce genre d'objet. C'est de la mousse, c'est tout mou, mais ça permet de poser la main, le bras, l'épaule, de se caler et d'avoir une position qui est optimise, en fait, qui est optimisée. Et puis, à force de rencontrer les patients, on se rend compte qu'on a mis tous au point ce qu'on appelle des rituels d'endormissement. C'est-à-dire que pendant notre cerveau va comprendre par le rythme qu'on va avoir qu'il est temps d'aller se coucher. Donc certains, ça va être une douche chaude, se prendre une tisane, ça va être lire un livre, ça va être effectivement mettre la lumière qui fait effet nuit, ça va être, je sais pas, certains mettent des huiles essentielles. Alors, il y a des huiles essentielles qui vous permettent de se reposer. Effectivement, on dit avoir également une chambre qui ne dépasse pas 19 degrés. Et ça peut être aussi éviter, bien sûr, les tablettes. Et puis, de la méditation. Donc, il y a le site Petit Bambou, qui est pas mal. Enfin, il y en a plein d'autres, hein, bien sûr, sur Internet. Mais qui permet de faire des exercices. Et en fait, au bout d'un certain temps, votre cerveau va comprendre que de faire ce rituel, bon, quand vous allez prendre votre douche, vous allez commencer à bâiller. Quand vous allez lire, vous allez commencer à bâiller parce que votre corps comprend que c'est le signal que le rituel est mis en place. Donc ça, c'est le soir pour s'endormir. Ça peut être aussi préparer tout simplement son plateau, son repas pour le petit-déj le lendemain matin parce qu'on est rouillé et le dérouillage n'est pas encore tout à fait bien fait. Ça facilite aussi. Ça peut être aussi visualiser sa journée du lendemain, ce qui permet de s'endormir, d'être serein, des choses qui vont être faites dans la journée. Donc, de même qu'il y a ce rituel d'endormissement, il y a aussi le rituel de réveil qui, lui, va optimiser, en fait. Ça va être, par exemple, pour ma part, mettre le réveil 1 heure plus tôt pour prendre une corticothérapie ou des antalgiques, faire des exercices que je fais. Donc, en fait, Sophie va nous en parler un peu.
Et moi, je les fais allonger des exercices de motricité, des mains, de la tête. Je fais un petit peu le scan de tout le corps pour essayer de le mettre en route et visualiser effectivement la journée et faire des exercices de pleine conscience. Et puis pendant la nuit, quand il y a effectivement ces réveils, ce qui est vraiment bien, j'ai suivi une psychologue de la douleur qui m'a appris à faire de l'auto-hypnose. Donc des ateliers de relaxation, d'auto-hypnose, de pleine conscience. Il y a également, vous pouvez trouver ça également en MJC, renseignez-vous, ça devient de plus en plus, c'est pas forcément extrêmement coûteux à apprendre à faire ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a parlé des lumières bleues à éviter, effectivement. Et puis, moi, j'ai un petit truc aussi, parce que souvent, j'ai mal aux mains la nuit, donc porter des orthèses de nuit, ou alors des gants de compression. C'est ça. C'est plutôt des mitaines, hein, avec des petites trames en métal dedans. Et ça permet que les doigts, parce que plutôt que de me réveiller avec les mains comme ça le matin, les doigts sont relativement droits. Donc, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a très peu de temps, les gants de compression. Par rapport au réveil nocturne, c'est effectivement les exercices de pleine conscience. Et là aussi, ce qui est très drôle, c'est qu'à force de les faire, je commence l'exercice, j'arrive pas à arriver au bout, je me rendors. Donc, c'est des exercices où je me dis, mon bras droit est lourd, mon bras gauche est lourd, je me les répète. Après, je parle de chaleur sur le bras droit, le bras gauche, la jambe droite, la jambe gauche. J'arrive jamais à la fin parce que mon cerveau a compris que, allez, il faut se rendormir. Voilà. Et puis, je dirais qu'il faut aussi avoir des horaires réguliers, des heures de sommeil régulières, d'éviter ce qu'on peut. Souvent, on se dit, on va boire des trucs qui sont un petit peu avec de la taurine ou des choses comme ça, parce que maintenant, ça ne fait que décaler en fait le sommeil. Ça nous donne peut-être un coup de boost, mais le sommeil, comme l'a dit Emeline, en fait, on a un compteur sommeil en fait. Et c'est ça qu'il faut. Et puis, une chose aussi qui est assez importante par rapport au sommeil, c'est que dans ce sommeil-là, s'il n'est pas très bon, apprendre à faire des siestes. Ça peut être 10 minutes. C'est fragmenter, en fait, ces temps de repos. Et ça, c'est vraiment utile, quoi, pour pouvoir. Moi, j'aimerais faire des siestes de 10 minutes et de repartir. Je ne suis pas fatiguée comme après une grosse sieste d'une heure où on se dit, oula, pour repartir, c'est dur. Là, ça permet de remettre à la limite le compteur à zéro et de repartir. Donc voilà, il y a plein de choses. Les patients nous donnent aussi toutes leurs astuces. Peut-être qu'il y en a sur le chat là. Et c'est vrai que il y a plein de choses aussi à mettre en place et on peut en échanger. Voilà. Ouais, il y a plein de conseils hyper précieux, Ghislaine. Vraiment, on a bien compris, il y a pas mal d'objets apparemment voilà, qui existent et qui peuvent quand même améliorer la qualité de l'état physique et aussi du sommeil. Alors, elle a parlé de beaucoup de choses, Ghislaine. N'hésitez pas à rejoindre, par exemple, l'association Andar, parce que du coup, vous allez pouvoir avoir, j'imagine, plein de conseils et peut-être les endroits où acheter ces objets, etc. Et on a aussi parlé des rituels d'endormissement. Ça a l'air, entre guillemets, Ghislaine, quand on vous entend parler de choses très simples, mais en fait très efficaces quand elles sont répétées souvent. Donc peut-être ne pas se décourager si j'ai essayé hier de prendre une tisane et une douche chaude, ça n'a pas marché. Peut-être aussi trouver le rituel qui convient à chaque personne. Chacun a son rituel, chacun a les choses qui fonctionnent pour lui. Peut-être quelqu'un, ça va être une tisane, quelqu'un d'autre, ça va être un livre. Mais vraiment, peut-être ne pas se décourager, essayer de répéter. C'est pour ça qu'on appelle ça un rituel, le plus souvent possible jusqu'à ce que ça fonctionne. En tout cas, plein de conseils précieux. Merci beaucoup, Ghislaine. J'espère que ça a pu vous aider. Et d'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat si vous avez d'autres conseils comme ça. Je pense que ça pourra aider pas mal de personnes. Et maintenant qu'on a parlé justement du côté nuit, du côté sommeil, on va dire qu'on a trouvé pas mal de solutions pour un peu mieux dormir. Il y a le matin. Le matin, c'est un vrai sujet aussi pour beaucoup de personnes qui peut-être qui ont de l'anxiété par rapport au matin, qui appréhendent le matin. On l'a vu avec la polyarthrite rhumatoïde, ça peut être douloureux. On a pas mal de patients qui nous disent les matins sont douloureux, ça fait mal. Justement, là, c'est là où l'activité physique adaptée, elle peut vraiment aider. Sophie, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous partager une petite routine matinale, pas longue, 10 minutes, Oui. que les patients peuvent faire pour commencer la journée et qui pourrait du coup peut-être leur redonner un peu d'énergie, un peu de cuillère pour affronter la journée.
Oui, bien sûr. Alors, moi, je sais que je propose des exercices de dérouillage matinal par rapport à ces raideurs et ces douleurs, sachez qu'il en existe plein. Je vais les faire plutôt assises et debout, mais sachez qu'il y en a beaucoup qu'on peut faire même allongé sous la couette. Souvent, c'est plutôt agréable d'être au chaud sous la couette. Donc, il y a juste le bassin que je vous montrerai debout, mais qu'on peut pas faire dans le lit. Mais tout le reste, on peut l'adapter en étant soit assis au bord du lit, soit vraiment couché sous la couette. Donc, il y a ce dérouillage matinal qui peut se faire en 2 temps. En fait, ça peut être des exercices un peu de type échauffement et des exercices de type étirement. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous propose un étirement pour un exercice de dérouillage type échauffement et un exercice d'étirement par articulation. Donc, ceux qui veulent le faire, vous pouvez le faire en même temps que nous, il n'y a pas de souci. Il y a juste une règle qui est hyper importante, c'est vraiment la grande règle, c'est que votre douleur, elle ne doit pas augmenter quand vous faites un mouvement. Si elle augmente, eh ben, au lieu de faire des grands mouvements, par exemple, vous faites plus petit. Et c'est pas grave. Et si ce mouvement ne vous correspond pas, c'est pas grave. Parce qu'au lieu de faire sur les côtés, par exemple, on peut faire de haut en bas. Il faut trouver l'exercice qui correspond à chacun. Et ça, c'est pour tout le monde, pour la population générale. Il y a des exercices qu'on aime, des exercices qu'on n'aime pas. Donc, si ceux que je vous propose, vous ne les aimez pas, eh ben, c'est pas grave. Il y en a plein d'autres qui existent. Là, je vais juste vous montrer quelques exemples. Donc, je vous propose de commencer par la nuque, en fait, tout simplement. Donc, ça va être de relâcher la tête tout doucement, de faire des ronds, mais des ronds vraiment très légers, très très lents. Certains aiment aussi fermer les yeux au réveil, par exemple. Donc, si vous avez des douleurs, vous faites plus petit. Et si vous n'avez pas de douleur, vous essayez d'aller de plus en plus loin. Et on change de sens, bien sûr. Tous les exercices qu'on fait en rotation, on essaye de changer de sens afin de pouvoir travailler au niveau musculaire les antagonistes et les agonistes. Et on relâche. Pour les épaules, je vous propose tout simplement de aussi partir sur un exercice de rotation des épaules dans un sens. Et au fur et à mesure, vous essayez d'aller de plus en plus loin, en fait, tout simplement. Dans l'autre sens, bien sûr. On relâche. Je vous propose pour les épaules aussi de faire, je monte le plus haut possible afin d'étirer aussi au niveau du dos. Vous montez le plus haut possible les épaules et vous relâchez, mais surtout en contrôlant. Vous ne relâchez pas d'un seul coup votre articulation. Vous contrôlez la descente jusqu'au bout et vous relâchez les épaules en entier. On le refait encore 2 fois. Et on relâche tout doucement. Une dernière. On monte, on essaie de monter le plus possible. Et on relâche. Alors du coup, le premier étirement, donc il va influencer sur les épaules et la nuque. Donc le premier, c'est tout simplement, je vous invite à mettre la tête sur le côté et à poser la main sur la tête. Mais surtout, vous tirez pas, vous posez juste la main et en fait, la gravité va faire le reste. Et en fait, vous allez sentir une raideur, le fait que ça tire à ce niveau-là et parfois jusqu'à l'épaule. Si c'est trop facile, si vous sentez qu'il n'y a pas d'étirement, vous mettez les 2 mains, bien sûr. Mais il n'y a pas en général, juste la gravité. On relâche, donc vous enlevez d'abord la main et ensuite vous bougez la tête. On enlève d'abord la tension et ensuite on fait le mouvement. Donc on fait pareil de l'autre côté. Je mets la tête sur le côté, je mets ma main sur mon oreille et je laisse mon bras en fait tomber entre guillemets. Et surtout quand on fait, peu importe l'exercice, on ne reste pas en apnée. Donc on pense à bien souffler. Et les exercices, vous voyez, c'est à peu près 10-15 secondes. Il n'y a pas besoin de plus, donc ça peut prendre voilà, entre 5 et 10 minutes le matin ou le soir. Certains aiment bien le faire le soir aussi. On relâche la pression et on enlève. Un qui va aussi influencer le bas de la nuque et les épaules, donc c'est ce qu'on appelle l'écharpe. Donc je vous invite à mettre votre bras en triangle et avec l'autre à venir appuyer sur votre coude. Et le but, c'est d'aller jusqu'où vous pouvez en sentant juste une légère tension à ce niveau-là. Il faut savoir que l'avantage de tous ces exercices, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, vous êtes en poussée, ça ne va pas, c'est pas le bon jour, vous allez jusque-là, pas de souci.
Aujourd'hui, vous sentez que vous avez la forme, et bien vous pouvez aller un petit peu plus loin. Tous ces exercices, ils sont adaptables en fonction de vous et en fonction de votre situation du jour en fait et de la minute. Comme on sait que la polyarthrite souvent n'est absolument pas prévisible. Donc ensuite, je relâche, j'accompagne bien mon coude et je fais pareil du coup de l'autre côté. Donc je mets mon bras en triangle et j'appuie au niveau de mon coude. Et je souffle bien. Surtout si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à le mettre dans le chat ou si vous connaissez ces exercices aussi. On relâche tout doucement. Alors ensuite, pour les avant-bras, je vous invite à... Alors c'est un peu comme la Macarena, certains diront. Vous tendez bien le bras devant et le but, c'est de venir mettre la main et de tirer un tout petit peu, juste pour étirer cette zone-là. Et on souffle bien surtout. Et ensuite, donc comme pour les autres exercices, j'enlève la tension et ensuite je plie le coude. Et pareil de l'autre côté. Donc effectivement, je vois dans les chats que ce sont des échauffements que nous faisons. Effectivement, c'est régulièrement proposé dans les échauffements. Et en fait, une journée, c'est comme du sport. On s'échauffe avant de commencer l'activité. On relâche et on plie. Pour le coude aussi, vous pouvez faire tout simplement pour les échauffer. Ça peut être juste, je les plie. Tout simplement, un exercice qu'on peut faire qui peut servir de renforcement musculaire si vous prenez une petite haltère, par exemple. Et ça permet de dérouiller, en fait, de déverrouiller l'articulation. Donc, je vous invite à relâcher. Pour les mains, qui sont souvent dans la polyarthrite rhumatoïde une problématique au quotidien, donc il y a plusieurs exercices. Ça peut être tout simplement, j'essaye de toucher tous mes doigts au fur et à mesure. Au début avec le bout, puis j'essaye d'aller toucher mes phalanges, les deuxièmes, les troisièmes, au fur et à mesure. Il y a aussi celui-là qui est plutôt bien utilisé et qui a une sensation agréable. C'est tout simplement, je ferme à fond et j'ouvre tout doucement, sans oublier le pouce qui est régulièrement sur le côté et qu'on oublie. Donc le fait d'ouvrir et de fermer, ça aide notamment par rapport aux douleurs et aux raideurs le matin pour les mains. Voilà. Et le but, l'étirement des doigts, il est tout simplement, c'est dans la même idée, j'ouvre et j'essaye d'aller de plus en plus loin, comme si vos doigts, ils essayaient en fait de s'allonger, tout simplement. Et toujours en soufflant, bien sûr. Et ensuite, on relâche. Pour la suite, donc pour ceux qui le font, si certains le font en visio, donc moi je vais me lever, mais vous pouvez effectivement réaliser les exercices assis, ça ne pose pas de problème, c'est juste pour que vous puissiez me voir. Donc pour le bassin, donc c'est le seul qu'on ne peut pas faire dans le lit, effectivement. Donc c'est j'écarte les jambes, largeur du bassin, et je vais aller tout doucement de droite à gauche. Tout simplement. Et au fur et à mesure, vous essayez d'aller un peu plus loin à chaque fois. Voilà. Si vous le sentez, si vous sentez que aussi la zone lombaire est un petit peu raide, n'hésitez pas à faire des mouvements, des petits ronds en fait, avec votre bassin dans un sens puis dans l'autre. C'est aussi quelque chose qui va permettre aux hanches et aussi au dos, notamment la zone lombaire, de déverrouiller. Donc, pour le côté un petit peu plus étirement, donc on peut faire, j'écarte mes jambes, un peu plus que l'argent de bassin. Je vais plier une jambe et l'autre va rester tendue. Comme ceci. Et par exemple, aujourd'hui, vous avez des douleurs, vous allez comme ça. Demain, vous avez une pêche, vous n'êtes pas en poussée, vous allez un petit peu plus loin ou vous pliez un petit peu plus le genou. C'est à vous de voir comment vous vous sentez sur le moment. Donc, je reviens en position neutre et je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite, position neutre et je relâche. Donc ça permet aussi d'étirer toute la zone du bassin. Pour les genoux maintenant, donc tout simplement, ça va être, je vais essayer de faire des montées de genoux, donc on peut faire dans le lit, hein,
par exemple. Si vous le faites dans le lit, n'hésitez pas à mettre les mains sous les fesses pour ne pas creuser le dos, par exemple. Mais j'essaye d'exagérer la montée de genoux. Donc, soit je me tiens à une chaise, si le matin on n'est pas bien réveillé, soit alors, ce que je peux faire aussi, c'est coordonner mes jambes et mes bras pour travailler aussi tout ce qui est proprioception, donc équilibre, et d'exagérer vraiment la flexion en fait du genou pour le déverrouiller. Voilà, on peut également le faire en montée de genoux pour les plus motivés le matin. Donc on touchera en statique, on ne touchera jamais ses fesses. C'est pas possible. Il faut que ce soit dynamique avec des petits sauts. Donc le matin, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas une grande amplitude. Vous voyez, c'est pour tout le monde. C'est le cas. On n'y arrivera pas, c'est pas possible physiologiquement. Donc je vous propose pour les genoux, pour les mollets, pour l'étirement, je vous propose de mettre une jambe devant, une jambe derrière. Je plie ma jambe derrière et je tends celle de devant et j'essaye, avec le dos droit, d'aller toucher mes orteils. Et là, on étire toute la chaîne postérieure de la jambe qui est tendue. On pense à bien souffler surtout. On relâche en poussant avec la jambe pliée et on fait pareil de l'autre côté. Alors, je vais me mettre de profil pour que vous puissiez voir. Plus vous allez écarter les jambes, plus vous aurez d'équilibre. Plus vous rapprochez les jambes, plus l'équilibre est un peu plus précaire. Donc, n'hésitez pas à vous munir d'une petite chaise ou d'un meuble à proximité. Et ensuite, je pousse sur ma jambe et je relâche. Donc, les deux derniers exercices, ils vont être pour nos chevilles qui sont aussi sollicitées et impactées dans la polyarthrite rhumatoïde. Donc, ça va être de faire du stepper. Je ne sais pas si certains connaissent, mais ça va être de monter avec uniquement les talons pour commencer. Le devant du pied reste bien au sol. On peut aussi le faire dans l'autre sens. Le talon reste au sol et la pointe se lève. Donc ça permet de faire l'échauffement. Et pour l'étirement, ça va être vraiment, j'essaye aussi d'aller le plus loin possible avec ma pointe de pied pour essayer d'étirer vraiment la jambe et la cheville. Et ensuite, je relâche doucement et je fais pareil, bien sûr, de l'autre côté. Alors, vous inquiétez pas, il y a toujours un côté où on a plus d'équilibre que l'autre. C'est pareil pour tout le monde. Et on relâche tout doucement. Voilà, c'était la petite routine dérouillage, étirement que certains connaissent peut-être déjà. C'est des exercices que je propose tous les jours à mes patients. Et notamment en éducation thérapeutique, par exemple, et où on a les bons retours et où les patients, en général, se disent « Oui, je peux bouger, en fait. Ça ne va pas augmenter ma fatigue. Ça n'augmente pas ma douleur non plus, parce que comme les deux sont liés, c'est aussi des peurs, des craintes, en fait. Donc ça, c'est vrai que c'est des exercices qui ont été validés et qui sont en lien avec les recommandations qu'on a actuellement sur l'activité physique et la polyarthrite. Voilà. Mais merci beaucoup, Sophie. C'était très précieux. Ne vous en faites pas si vous avez envie de refaire ces exercices tranquillement dans votre lit le matin. Comme je disais, le replay sera disponible, donc vous pourrez revoir tranquillement ces exercices. Petite question, Sophie, pour les gens qui souhaitent aller un peu plus loin et en fait être accompagnés et avoir de l'activité physique adaptée, on va dire, au quotidien, peut-être un peu plus des plus longues séances. Comment ça se passe? Est-ce que c'est le médecin est-ce qu'il faut demander une ordonnance à son médecin, à son kiné? Alors, ça dépend. Si vous voulez aller dans une structure un peu spécialisée où il y a des enseignants en activité physique, des gens qui ont une formation spécifique, effectivement, il faut demander une ordonnance. Alors, médecin généraliste ou rhumatologue, en général, où il faut qu'il note que vous ayez une polyarthrite, qui note les contre-indications et quelles sont les problématiques que vous avez. Est-ce que c'est plutôt le dos? Est-ce que c'est les mains? Même si je sais que les douleurs migrent un petit peu des fois, mais quelles sont les grosses articulations qui vous font souffrir pour qu'ils puissent adapter. Donc effectivement, quand c'est une structure spécifique, il faut une prescription médicale. Quand c'est par exemple une structure un peu moins spécifique avec entre guillemets un label par exemple, comme label sport santé, parfois il n'y a pas besoin. Ça va dépendre des régions, des structures.
Et donc, des fois, oui, il y a des clubs, des associations de sport, entre guillemets, si je puis dire, classiques, qui ont ces labels-là. Donc après, ça, c'est aux alentours de chez vous, sur les directions départementales ou régionales des sports, en fait, ils ont ces informations-là. Après, c'est vrai que c'est toujours compliqué de trouver. Nous, je sais que, bon, à Strasbourg, au fur et à mesure, on connaît des choses. On a sport sur ordonnance qui existe aussi dans d'autres villes. Ça, c'est propre à chaque région, chaque ville. Et c'est pas les mêmes maladies qui sont, comment dire, incluses. Donc ça, on peut se renseigner auprès des mairies aussi. Il existe aussi des APA, des enseignants en activité physique adaptée, qui sont en libéral. Alors là, par contre, le problème, c'est souvent le prix aussi, qui du coup, je vois Ghislaine qui sourit. Donc effectivement, souvent, c'est un coût aussi. Alors, il faut savoir aussi que parfois, je dis bien parfois, il y a des mutuelles qui prennent une partie en charge. Mais c'est pas toutes, ça dépend du contrat aussi que vous avez passé avec eux. Donc, il faut faire attention à ça. Et puis, on peut trouver aussi des dispositifs où il y a, alors des fois, dans les services de rhumatologie, où il y a des dispositifs précis pour des fois les rhumatismes inflammatoires de façon générale, dont la polyarthrite rhumatoïde. Donc voilà. Après, c'est vrai que c'est un travail qui est complémentaire et des fois, on a des compétences communes avec le kiné aussi. Oui. Donc, effectivement, on peut aussi passer par le kiné si besoin. Mais du coup, pour voir le kiné, il faut d'abord l'ordonnance du médecin pour le kiné. En tout cas, parler à son médecin pour, Tout à voilà, fait. pour au moins avoir une ordonnance et ben, très, très bien en tout cas. Donc, on a vu parmi les solutions pour mieux vivre la fatigue et la polyarthrite, on a forcément soigner le sommeil, reprendre ou alors essayer une activité physique adaptée. Et Ghislaine, je pense que vous aviez aussi plein d'autres petits trucs et astuces encore quand on a discuté, des petites choses que vous mettez en place dans votre quotidien pour mieux gérer. Oui, pour tous les jours en fait. Exactement. Alors, de même que les causes en fait de la fatigue sont c'est multicausal en fait, je dirais qu'il y a multifactoriel, il va falloir cibler un peu et mettre des actions sur chacune de ces causes. Donc, on a parlé de l'inflammation, du stress, donc du trouble du sommeil, de l'inactivité physique. Il y a les effets indésirables des traitements, il y a également l'anémie, les déséquilibres hormonaux. Donc là, déjà, on a des pistes sur lesquelles on va pouvoir agir. Maintenant, au quotidien, c'est vrai qu'il va falloir se l'adapter, se battre avec cette fatigue. Alors, au niveau de l'alimentation, privilégier les sucres lents, éviter bien sûr tout ce qui est les régimes que vous avez d'exception ou de dire, voilà, il faut prendre que tel ou tel aliment. Ça, on raye de la liste. Par contre, prendre des sucres lents, des bonnes protéines, on parle des effets bénéfices également des bonnes huiles, riches en oméga 3, c'est très bon également pour lutter contre l'inflammation. Éviter effectivement tous ces aliments boosters d'énergie qui ne font que décaler la fatigue. Et puis, donc favoriser l'exercice physique, bien sûr. Il y a une infirmière qui m'a donné un truc qui est tout simplement de souffler. Les moments de fatigue, de prendre une grande inspiration. Ah, Sophie, elle acquiesce. Et de souffler, mais vraiment un vrai souffle qui. Et c'est franchement, ça fait partir parce que cette fatigue, elle peut être aussi d'un stress, donc ce stress pas. Et c'est un exercice qui est assez, ça fonctionne. Je vous ai parlé tout à l'heure de cohérence cardiaque qu'on fait la nuit. J'avoue que on le fait régulièrement dans la journée et en soirée. La cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est? Ce sont des exercices d'inspiration, on va dire sur 5 secondes, bloquer la respiration et de souffler. Et tout ça le faisant en pleine conscience. Donc, on est vraiment dans la mouvance des développements personnels, c'est-à-dire on inspire, on sent son ventre, on sent l'air qui passe, on souffle, on sent la bouche, l'air qui passe dans la bouche. Essayer de prendre conscience, ça permet de se recentrer sur soi pendant un moment également. On a parlé du bénéfice également des mini-siestes, pas plus de 10 minutes. Faire les choses, je dirais, à son rythme aussi. Par exemple, segmenter les activités. On est pour beaucoup de polyarthritiques des femmes. On tient pour la plupart, même si messieurs le font aussi, la maison. Et souvent, on se met un point d'honneur à faire les choses bien et même mieux que tout le monde. Et quand il faut faire le ménage, plutôt que de faire tout à fond une journée, ça va être aujourd'hui on fait la poussière, aujourd'hui on fait les carreaux, aujourd'hui on fait ça.
Et puis dédramatiser, quoi. Si les cartons ne sont pas faits, la maison, elle ne va pas s'effondrer. Donc, on reporte au lendemain. Ce n'est pas important. Prioriser les choses, ce n'est pas important si les vitres ne sont pas faites. Prioriser les choses aussi, quand je vous disais, on visualise sa journée, il y a peut-être des choses plus importantes à faire. Bon, aujourd'hui, ça va être de l'administratif, c'est ma priorité, mais 3 jours plus tard, l'administratif, c'est plus ma priorité, ça va être autre chose. Donc, prioriser les choses, ça, c'est assez important et ça permet aussi de lâcher prise. On avait une patiente qui voulait absolument dire, oh là là, j'ai quand même des problèmes parce que je m'oblige tous les matins à mettre la couette en dessous du lit de mon fils et tous les soirs, il enlève. On la regarde et on lui dit, mais votre fils, donc il est embêté par cette couette qui est bien calée tout autour. Vous, ça vous fait mal aux mains, ça vous fatigue. Et si vous ne le faisiez plus, on la revoit une autre séance d'éducation thérapeutique qui dit, déjà mon fils s'en est pas rendu compte et moi, ça me fait gagner du temps. Donc, elle se mettait un point d'honneur à ce qui pour elle était important et en lâchant prise, en se disant, je laisse quoi. C'est pas, voilà, elle s'est facilité la vie alors que parfois, il suffit des fois de bon sens aussi, quoi. Alors, comme le disait Emeline, en parlait au médecin, il s'avère qu'on a un document à Landar qui est celui-ci, dans lequel il y a des tests, un test qui permet de voir effectivement si c'est de la fatigue ou si on va vers une dépression. Il y a également des échelles de fatigue. Alors, de même qu'on connaît tous les échelles de la douleur, c'est très bien de les avoir et surtout d'avoir un journal de la fatigue. C'est-à-dire que de mettre en corrélation le fait de ces événements de fatigue intense et les événements de la vie au quotidien. Et on nous préconise de tenir justement, un journal de la fatigue, ce qui est très utile pour les médecins. C'est-à-dire qu'il va pouvoir voir les moments où on est plus fatigué, qui va également pouvoir prendre en compte votre fatigue, faire éventuellement, comme disait Emeline, une ordonnance pour temporairement des médications, même légères, et donc voir aussi si, avec le temps, on arrive en mettant ces choses en place à maîtriser notre fatigue. Mais il faut que les médecins l'entendent, et c'est vrai que ce n'est pas un symptôme. Enfin, moi, c'est depuis que je fais de l'éducation thérapeutique et qu'on parle de fatigue que je me dis, mais jamais, au préalable, je ne parlais de ça avec un médecin, parce que pour moi, la polyarthrite, c'était la motricité, la douleur, les articulations qui sont rouges, gonflées, tout ça, et ce n'était pas la fatigue. Donc, voilà. Et puis, on parle d'activité physique, mais il y a une activité qui est très importante, ce sont toutes les activités de plaisir. Pour ma part, c'est la peinture. Pour d'autres, ça va être le jardinage. Donc, conserver ça, quoi. C'est vraiment essentiel. Déjà pour soi, parce qu'on va sécréter de l'endorphine qui va être l'hormone du bonheur et qui va faire que plus on va faire cette activité, déjà, ça allie le physique. Par exemple, un exemple tout bête. J'étais dans un atelier de peinture et je peignais un tableau où je levais le bras. Or, les personnes qui étaient là me disent, mais on ne comprend pas, dès que tu as posé tes pinceaux et en arrivant, ton bras, il était collé à toi. Donc, il y a vraiment, l'endorphine étant sécrétée, le plaisir de peindre qui fait que le mouvement était devenu beaucoup plus fluide. Après, ça peut être de la marche, ça peut tout à fait être aller dans un club de marche et faire à son rythme aussi, donc là, c'est aussi de l'activité physique. Ça peut être du chant choral, ça peut être du scrapbooking, ça peut être trouver son activité de plaisir et surtout la conserver. Et puis, il y a aussi une chose qui est qu'au quotidien, quand on ne sait pas faire les choses, nous, on est souvent un petit peu buté et on veut le faire, alors qu'il y a une chose toute simple qui est de savoir demander. Et pour savoir demander, il y a 3 choses. C'est simplement de savoir, parce que les gens sont bienveillants, ils nous disent, si tu veux, je viens t'aider. Moi, je suis pas un ami qui me disent, mais si tu as besoin, n'hésite pas, tu demandes. En fait, le truc pour demander, c'est de savoir donc définir la mission. Voilà, j'ai besoin de toi pour faire du jardinage, l'horaire et la durée. Voilà, j'ai besoin de toi pendant 1 heure, tel jour, pour faire du jardinage. Je te prends au mot, tu m'as proposé ça. Mais vous serez très surpris de voir comment les gens bienveillants acceptent et disent, oui, le contrat est clair, j'ai besoin de toi pour ça. Et même une fois, j'ai une personne qui m'a dit, merci de m'avoir aidé, de t'aider. Donc, j'ai trouvé ça assez chouette de m'avoir donné la possibilité de t'aider. Parce que je ne sais pas comment me comporter avec toi ou quoi que ce soit. Et là, en fait, tu m'as donné l'outil pour aider, quoi. Voilà. Donc, quoi d'autre? J'ai pris plein de notes sur les exercices de Sophie parce qu'il y en a plein que je ne connaissais pas également. Puis dès demain, on va les mettre en place pour faire le rituel de réveil. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont vous donner sur le chat d'autres choses, d'autres idées éventuellement.
Merci beaucoup Ghislaine, c'était vraiment très très précieux, hein, pas mal de conseils. On l'a vu en fait, vraiment essayer de lâcher prise parfois sur des choses où on met de l'énergie et qui sont peut-être pas forcément, qui nécessitent pas autant finalement d'énergie. Et vous l'avez dit aussi, les activités de plaisir, je pense que c'est important de le retenir, hein, parce que quand même, hein, se faire plaisir, c'est important. Et puis voilà, puis les petits exercices de respiration, de cohérence cardiaque, donc pas mal de choses. On approche vraiment à la fin du webinaire, mais je vais me permettre de dépasser un petit peu parce que j'ai encore une ou deux questions et surtout j'ai envie de prendre des questions aussi de certains patients. Je vous demande justement si vous nous regardez ce soir et que vous avez apprécié ce webinaire, n'hésitez pas à répondre à notre petit sondage qui est là en bas à droite et que vous recevrez aussi par mail. En fait, ça nous aidera vraiment pour en organiser d'autres et en faire un peu plus. Voilà, donc on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai juste une petite dernière question à Emeline avant de prendre quelques questions du chat. Ne vous en faites pas, même si on ne peut pas répondre à tout le monde. Je l'ai dit, Vic y répondra sur son application. On pourra enrichir l'application. Emeline aussi, vous aviez pas mal de recommandations, en fait, encore une fois, pour mieux vivre la fatigue d'un point de vue psychologique. On avait parlé de comment poser ses limites. Vous avez recommandé aussi des centres de la douleur. Est-ce que vous aviez juste quelques derniers petits mots à partager avec les personnes qui nous regardent aujourd'hui? Oui, mais je vais rejoindre en fait ce qu'a dit Ghislaine. Il y a aussi la notion de limite qui est super importante, et des limites qu'on se pose à soi, parce que souvent on voit dans les histoires des patients qu'il n'y avait pas forcément de limite dans l'activité. C'est des gens qui géraient beaucoup de choses. Alors pas toujours, mais on retrouve quand même en fait des gens qui étaient un peu sur tous les fronts, qui avaient une activité assez intense, et parfois en fait pour eux c'était la normalité. Et comme disait Ghislaine, de faire un peu moins de ménage, de faire des choses différemment, des choses qui paraissaient une évidence avant, et de moins se les appliquer de manière assez rigide. Ça fait aussi du bien de lâcher prise de ce côté-là. Et ces limites, c'est aussi même dans l'entourage, vis-à-vis des proches, de pouvoir dire non, parfois. De plus gérer tout comme avant, et de pouvoir se dire quand c'est trop, là c'est trop. On m'en demande trop et je ne peux pas en faire autant, même pour faire plaisir. Et puis la deuxième chose aussi importante où je vais rejoindre Ghislaine, ça va être la notion de plaisir et de remise en mouvement, parce qu'on se remet en mouvement, physiquement, mais aussi psychiquement, à essayer de mettre du sens sur tout ça, à s'adapter encore une fois. Et il est aussi essentiel de retrouver du plaisir, parce que la douleur, par définition, c'est du déplaisir. Et du déplaisir constant, ça désorganise et ça fatigue, ça épuise nos ressources. Donc, de retrouver du plaisir avec soi, dans son corps, dans des activités, dans des choses que parfois on n'a même plus pris le temps de faire. Parfois, il y a des gens qui me disent, mais je ne sais pas ce qui me fait plaisir en fait. J'ai toujours fait ça, mais je ne sais même pas ce qui me fait plaisir et ce qui me fait du bien. Donc, c'est aussi d'apprendre à se prendre un temps un peu égoïste, mais nécessaire, où on va aller peut-être se faire une marche tout seul, peut-être se faire un ciné tout seul, ou peut-être prendre un temps aussi en couple, parce que le couple, on peut aussi avoir tendance à s'éloigner avec tout le quotidien à gérer. C'est aussi une manière de se retrouver et de se reconnecter un petit peu à ce qu'on ressent, et pas que du côté douloureux et des plaisirs et fatigue et négatif. Voilà. C'est vraiment très intéressant. Et justement, je vais rebondir sur quelques questions qu'on a pu avoir dans le chat. Justement, des personnes qui demandaient, pour ces personnes qui se font rejeter parfois de leur famille ou de leur entourage à cause de cette fatigue, Emeline, qu'est-ce que vous conseillez? Ça dépend aussi, vu qu'on l'a dit, la douleur, ça remodifie tout un système en soi, et ça remodifie aussi tout un système avec ses proches. C'est-à-dire qu'une façon de fonctionner d'avant, on a un deuil à faire de ce qu'on était avant et de la manière dont on fonctionnait avant. Ce sera plus pareil. Ça ne veut pas dire forcément que ce soit moins bien, mais ce sera différent. On peut retrouver un tout autre équilibre et du coup s'attarder sur des choses qu'on ne prenait plus le temps de faire, comme le fait de se faire plaisir, des choses comme ça. Donc la famille, elle assiste à ce remaniement-là, mais elle n'est pas dans votre corps ni dans votre tête. Donc parfois, il y a des choses qui fonctionnaient avant, ou du jour au lendemain, par exemple, on dit non, ou on dit qu'on ne peut plus. Et la famille, elle n'est pas habituée à cette réaction-là. Et s'il y a quelque chose qui est noué de ce côté-là, ça peut faire
conflit dans la famille ou voire même occasionner du rejet. En fait, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui avant fonctionnait et ne fonctionne plus? Qu'est-ce que je dis maintenant ou je fais maintenant ou je suis maintenant qui ne colle plus dans le nouveau fonctionnement? Donc, poser des limites, essayer vraiment de ne pas hésiter à poser des limites, hein, c'est important. Mm. Et pour Et raison... expliquer, comme je le vois dans le chat, c'est encore une fois bien communiquer sur ce qu'on ressent. On ne fait pas parce qu'on n'a pas envie, mais on fait parce que parfois on ne peut pas, et on identifie bien les limites. Tout le monde en a. Bien sûr. Donc, c'est vraiment déjà apprendre à connaître ses propres limites pour ensuite pouvoir les communiquer. Peut-être si les personnes ne sont pas à l'aise à l'oral, l'écriture, ça peut être un outil aussi, j'imagine. Oui, on a des patients qui ont des choses à dire, qui datent de très longtemps et qui préfèrent passer aussi par l'écrit, par la lettre. Ça dépend aussi de la pudeur de chacun. Il y a des familles où on ne communique pas directement. Il y a une certaine pudeur, il y a des tabous, il y a des non-dits, il y a des choses... Tout ce qui touche aux émotions, c'est un peu compliqué. Donc, de pouvoir l'exprimer autrement, ça peut être par la lettre, ça peut être par plein de moyens différents, comme de prendre un temps voilà, un petit peu en particulier pour pouvoir aborder certaines choses en tête-à-tête. C'est des choses qui sont très importantes. De dire, d'exprimer, en tout cas, ça désamorce beaucoup de choses qui sont parfois nouées depuis des années. Ouais. Ne pas hésiter à parler, c'est très important. En tout cas, de mon côté, je suis très, très touchée parce que je vois qu'il y a énormément de commentaires, énormément de questions. Alors, juste pour répondre rapidement à Sherazade qui demande si ce genre de live, on en fait souvent parce qu'elle aime beaucoup, merci, hein, ça fait vraiment plaisir. On aimerait en faire plus et on va faire tout notre possible pour en faire plus souvent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Vic est là, voilà, matin, midi, soir, à n'importe quel moment, du jour et de la nuit. Et il y a beaucoup de personnes qui font des choses formidables pour aider les patients, notamment Andar aussi. Donc, je vous invite à vous rapprocher de l'association. Je vous invite aussi voilà, à télécharger Vic si jamais. Et vraiment, on est désolé pour toutes les questions qu'on n'a pas pu répondre tout de suite. Encore une fois, on travaillera dessus. Une dernière question à chacune d'entre vous pour la fin. S'il y a un message aujourd'hui que vous voulez adresser aux patients et aux patientes qui nous regardent, un message sur la polyarthrite rhumatoïde et la fatigue, ce serait quoi? Qui commence? Qui commence? Ghislaine, je sens que vous avez envie. Moi, il y a juste un petit truc que je me dis assez souvent quand ça ne va pas, que je suis fatiguée, je me dis, allez, ça ira mieux demain. Ça ira mieux demain. Et ouais. Très beau. Super. Allez-y, je vous en prie. Moi, ce serait de trouver ce qui nous remet en mouvement. Alors que ce soit tant par le corps ou ce qui nous mobilise, remettre du sens en fait sur ce qui se passe. Ce n'est pas une fatalité et tout ce qui nous arrive, on peut en faire quelque chose qui a du sens dans son histoire et ça peut donner quelque chose de bénéfique. Un mal pour un bien, il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Moi, j'allais dire, on s'accroche effectivement et on essaye de faire ce qui nous fait plaisir, que ce soit de la méditation, de l'activité physique, qu'on se fasse plaisir. Et effectivement, si aujourd'hui ça va pas, et ben demain ça ira mieux. Et toujours avoir envie d'aller de plus en plus loin en fonction de ce qu'on peut faire, en fonction de chaque ressenti de chaque personne en fin de compte. Non, c'est très très beau tout ce que vous dites et pareil dans le chat, c'est magnifique aussi garder les passions. Vraiment, voilà, c'est très très beau. Moi, en tout cas, ce que je retiens de ce webinaire, c'est que c'était vraiment un sujet qui était important pour les patients. Et je retiens aussi qu'il y a pas mal de solutions, mine de rien, qu'il faut s'accrocher. Je retiens aussi la notion, en fait, d'oser être vulnérable. D'oser dire là je suis fatiguée, là je ne peux pas, là je n'ai pas l'énergie, mais j'aimerais beaucoup peut-être plus tard. Et donc de communiquer. Communiquer, c'est aussi ce que je retiens. Et donc encore une fois, un grand merci à vous tous pour, voilà, pour être à ce webinaire, à partager toutes vos expériences. Un grand merci à vous trois, à Landar, à Galapagos. C'était vraiment un plaisir et n'hésitez pas, la discussion elle continue, que ce soit sur Vic, que ce soit avec Andar et même avec tous les patients qui sont là. Voilà, vous n'êtes pas seuls. Merci beaucoup.
Merci. Bonne Merci. soirée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée.